Bonjour, bienvenue dans le podcast Voix de l'EDI, les entretiens de l'AFMD. Ici, on parle lutte contre les discriminations, égalité, équité, diversité et inclusion au travail. Je suis Kelly et aujourd'hui, nous allons parler langage inclusif. Pour ça, on reçoit Alicia Beer. Bonjour Alicia. Pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Je suis Alicia Beer, je suis la fondatrice de Rewording. C'est à la fois un média d'éducation populaire sur le langage inclusif et un organisme de formation qui propose à la fois de la sensibilisation, de la formation et du conseil aux entreprises, spécifiquement sur la question du langage inclusif. Alors, le langage inclusif est souvent un terme galvaudé. Pouvez-vous commencer par nous rappeler ce que l'on entend précisément par langage inclusif ? Alors je pense que l'expression qui est vraiment la plus galvaudée, c'est celle d'écriture inclusive, qu'on emploie beaucoup dans les débats médiatiques et politiques aujourd'hui, et qui est très associée en France, notamment à l'utilisation de la ponctuation, ces points qu'on utilise pour faire des abréviations entre des mots masculins et féminins. C'est important de prendre un petit peu de recul et de regarder ce que c'est le langage inclusif, donc qui est moi l'expression que je préfère utiliser, qui est en fait une manière une attention particulière à choisir des tournures de phrases, des mots de vocabulaire, des images, qui ne vont pas perpétuer de stéréotypes et qui vont représenter équitablement toutes les personnes et surtout les personnes historiquement discriminées. En français, on a beaucoup tendance, assez naturellement et spontanément, à parler tout le temps en utilisant les mots masculins parce que en français, le masculin, il a cette valeur qu'on appelle générique. C'est-à-dire, quand je dis les collaborateurs, je suis censée représenter à la fois les hommes et les femmes. Sauf que la réalité, c'est que notre cerveau, et ça a été démontré par des dizaines d'années d'études en psycholinguistique, il a tendance assez spontanément à associer un mot au genre grammatical masculin avec l'image d'un homme. Et donc pour déconstruire ça et tous les effets que ça a sur les représentations, sur les stéréotypes, le langage inclusif, c'est une manière justement de choisir des mots et des tournures de phrases qui vont venir atténuer en fait l'effet de ce masculin générique pour créer des représentations plus mixtes dans nos cerveaux. Et puis le langage inclusif, c'est pas uniquement une question de genre, mais c'est aussi comment on va choisir des mots plus précis pour parler de tout un tas de discriminations, donc par exemple les identités de genre, les orientations sexuelles, les origines, les handicaps et j'en passe. L'écriture inclusive, son autre problème, c'est qu'elle met beaucoup l'accent sur la question du genre. On pense écriture inclusive et c'est la même chose quand tu dis langage non sexiste, langage épicène. On parle essentiellement de la question du genre, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va rendre la langue plus inclusive, notamment pour les femmes, et rendre mieux visibles les femmes à travers les mots qu'on choisit. Et ça, c'est un énorme morceau du langage inclusif, notamment en langue française, parce que c'est une langue qui est grammaticalement genrée. On peut pas ne pas en fait choisir un genre grammatical quand on parle. On parle aussi de langage neutre, un peu dans cette même veine-là, c'est-à-dire gommer en fait les traces de genre grammatical dans notre langage. Et quels sont les différents outils et principes du langage inclusif qui finalement sont à la portée des organisations ? Alors, ce qui est génial, c'est qu'en fait, pour parler et pour écrire en inclusif, on n'a rien à apprendre. En fait, on sait déjà tout. Si on parle langage inclusif du point de vue du genre, là je vais me focaliser là-dessus, il y a différents outils qui sont pour la plupart simplement des choix de vocabulaire. Par exemple, plutôt que de dire bonjour à tous, tu peux dire bonjour à toutes et à tous. C'est ce que font tous les présidents de la République quand ils commencent leur discours par française français. C'est un outil qu'on appelle les doublets ou la double flexion. Donc en fait, on le fait déjà au quotidien sans forcément s'en rendre compte, mais ça c'est un des outils et probablement le plus efficace du langage inclusif. Ensuite, on a différentes reformulations non genrées. Par exemple, plutôt que de dire nous recrutons X collaborateurs, ça peut être de dire venez travailler pour notre entreprise. Donc une manière en fait de tout simplement écarter en fait l'obligation de mettre un mot au masculin. Ça peut être également des mots qu'on appelle épicènes. Par exemple, ce sont des mots qui ne changent pas de forme que l'on parle au masculin ou au féminin. Par exemple, le mot libraire, le mot cinéaste, ce sont les mêmes que l'on parle d'une femme ou d'un homme, c'est le déterminant qui va changer. Donc par exemple, dans une entreprise, plutôt que de dire les collaborateurs, on peut dire les membres de l'organisation. Ça efface le genre. Ensuite, on peut avoir des formulations englobantes. Et ça, c'est pareil, c'est des choix de vocabulaire. Tous les jours, quand on écoute la radio, quand on regarde les infos à la télé, les journalistes le font tout le temps, parler du corps enseignant, du personnel soignant. Tout ça, c'est des manières de créer des formulations englobantes où on efface en fait la nécessité de préciser le genre. Donc ça, ce sont vraiment des outils du langage inclusif. Et puis il y en a un autre qui est une option mais jamais une obligation, qui est d'utiliser la ponctuation, en effet, uniquement à l'écrit,
pour faire des formes abrégées. Donc par exemple, des formulations où on va avoir les salariés avec 2 E et un point entre les 2 E, ce qui va signifier à l'écrit qu'on pense aux salariés hommes et aux salariés femmes, et donc on met ce point entre ces 2 lettres pour le rendre visible aussi à l'écrit. Mais c'est uniquement un outil de l'écrit, pas un outil de l'oral. Quand on le voit à l'oral, on va par exemple faire des doublets. Alors sur salarié, c'est pas nécessaire parce qu'à l'oreille c'est le même mot, masculin-féminin, mais par exemple si on dit collégien et collégienne, on va l'écrire avec un point, puis à l'oral on va doubler, on va dire les collégiens et collégiennes. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important de prendre conscience que le langage inclusif c'est juste du français. C'est une manière de parler français qui fait attention à ne pas tout le temps parler au masculin par défaut, mais c'est une boîte à outils que tout le monde a déjà à sa disposition et ce sont essentiellement des choix de vocabulaire. Merci Alicia pour votre réponse. À votre sens, quelles sont les limites et forces de ces outils ? J'ai construit une petite matrice justement que j'ai appelée Evoli, c'est la matrice d'évaluation des options du langage inclusif. On a un axe qui est celui de l'efficacité. Quand je parle d'efficacité des représentations, c'est-à-dire quand je dis le mot chercheur par exemple, quelle est la représentation qui me vient en tête ? Est-ce que j'imagine plutôt un homme, une femme ou neutre, même si neutre dans notre cerveau, ça n'existe pas vraiment. Et quand je dis chercheur et chercheuse, alors là, qu'est-ce qui se passe ? Donc c'est ça l'efficacité, c'est le premier axe. Le deuxième axe, qui est vraiment très important, c'est l'axe de la résistance et de l'adhésion. Parce qu'on sait qu'il y a des formes, notamment chercheuses par exemple, qui vont créer de la résistance. Les gens vont se demander, mais qu'est-ce que c'est ? Je comprends pas. Ah, c'est encore de l'écriture inclusive. Ah, j'aime pas ça. Qui vont rejeter en fait non seulement la forme, mais potentiellement tout le message qui va avec. A contrario, il y a des formes comme les doublets, quand on dit chers collaborateurs et collaboratrices, qui créent pas de résistance, ou très peu, parce qu'en fait, encore une fois, on est habitué, c'est juste des choix de vocabulaire. Donc en fait, les différents outils peuvent se placer à différents endroits en fonction de l'impact qu'ils créent, donc c'est-à-dire plus de la résistance, plus d'adhésion, mais aussi de l'efficacité. On a mesuré en fait très concrètement quelle est la différence, par exemple, entre le masculin digénérique, c'est-à-dire le fait de parler au masculin pour représenter tout le monde, en théorie, femmes et hommes, des formulations qu'on appelle épicènes, donc celles qui cachent en fait le genre derrière des mots qui peuvent fonctionner pour l'un ou pour l'autre, et puis les doublets. Donc concrètement, on a pris 3 groupes de personnes représentatifs, et à chacun des groupes, on a posé la même question en changeant la formulation. Au premier groupe, on a demandé « citer 2 écrivains célèbres ». Donc là, c'est le masculin digénérique. Au deuxième groupe, 2 personnes célèbres pour leurs écrits. Formulation épicène, qui est censée convoquer moins de stéréotypes de genre. Et au troisième groupe, citer 2 écrivains ou écrivaines célèbres. Et donc là, on a utilisé des doublets. Et on a mesuré en fait le nombre de noms de femmes qui étaient cités dans chacun des groupes. Et ce qu'on a observé, c'est qu'on a multiplié par 3 le nombre de noms de femmes cités dans le groupe où on utilisait les doublets, écrivains et écrivaines. Et on a multiplié, entre guillemets, que par 2 le nombre de femmes citées dans le deuxième groupe. Donc déjà, en termes d'efficacité, rendre explicitement visible le féminin dans le mot qu'on choisit, ça déclenche plus de représentation féminine que englober et regrouper la présence du féminin et du masculin, d'ailleurs, dans un seul et même mot. Peut-être pour donner un exemple qui va aussi parler au monde de l'entreprise, notamment pour le recrutement, on a mesuré la même chose dans les offres d'emploi. C'est-à-dire qu'on a testé sur des groupes de personnes, femmes et hommes, différentes offres d'emploi avec différentes formulations, notamment dans le titre de l'offre. Et on observe et on a mesuré que quand le titre de l'offre mentionne l'emploi à pourvoir dans sa forme masculine et féminine, alors on peut augmenter jusqu'à 43 points de probabilité supplémentaire la chance que les femmes se disent « Ah ben je vais choisir de postuler à cette offre ». Donc 43 points de probabilité en plus, ça veut dire que si on avait 10% de chance que les femmes se disent « Tiens, je vais postuler la première fois avec une première offre », on a 10 plus 43 à 53%. C'est quand même énorme, juste en rendant visible en fait la présence du féminin par le choix d'un mot au féminin dans le titre de l'offre. Au travail, est-ce que vous pouvez nous dire qui est concerné et finalement, quel est le niveau de maturité des organisations à ce sujet ? Alors ce que moi je trouve génial avec le langage inclusif, c'est que tout le monde peut être concerné et surtout tout le monde peut s'en emparer. Aujourd'hui, quand on parle de politique de diversité, d'équité et d'inclusion, il y a plein de limites, de contraintes, d'éléments du contexte qui peuvent nous empêcher en fait de mener les actions qu'on a envie de mener. On n'a pas toujours les budgets, les décisions politiques dans l'entreprise ne suivent pas nécessairement. En revanche, le langage et les mots, en fait, sont à notre disposition 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et sont
disponible et utilisable gratuitement par tout le monde dans l'entreprise. C'est très facile de se sentir impuissante dans une organisation face aux enjeux d'égalité des chances ou des inégalités salariales. On ne peut pas forcément influencer ça. En revanche, on peut choisir d'utiliser un vocabulaire et un langage qui rend visible toutes les personnes et qui ne perpétue pas de stéréotypes. Cela étant dit, il y a évidemment des endroits de l'organisation ou des entreprises où ça a encore plus de sens de s'en emparer. Typiquement dans les fonctions RH, dans les fonctions com, dans les fonctions RSE ou DI en fonction des organisations, ça a énormément de sens. Dans les fonctions RH, à cause de ce que je viens d'expliquer, notamment sur les enjeux de recrutement, mais aussi sur la communication interne. Ça me semble très curieux aujourd'hui d'être une organisation, une entreprise qui se dit engagée sur des sujets d'égalité de genre ou n'importe quel sujet du domaine de la diversité, l'égalité et de l'inclusion, l'équité de l'inclusion, et de ne pas avoir une attention ou de la considération pour les mots qui sont choisis. C'est une forme de désalignement pour moi entre les valeurs de l'organisation et les pratiques de communication. C'est vrai en interne, mais c'est vrai aussi en externe. Donc les RH pour la communication interne, le recrutement, la communication de l'entreprise pour la communication externe aussi face aux consommateurs et consommatrices ou aux personnes à qui s'adressent les services ou les produits qui viennent de cette entreprise. Donc ça me semble être vraiment le cœur du réacteur. Et puis évidemment, encore une fois, les fonctions RSE, les fonctions DI, parce que il y a cette question d'alignement entre qu'est-ce que nous on dit en tant que valeur d'entreprise et comment est-ce que c'est signalé concrètement dans la manière dont on communique, ou c'est pas signalé en l'occurrence, sur le niveau de maturité en fait des organisations sur ce sujet. Alors j'ai envie de dire que le niveau de maturité, il est quand même assez faible, mais un énorme caveat, c'est que le niveau de maturité, il est faible en général. C'est pas spécifique au monde de l'entreprise. J'ai parlé du fait que j'utilisais pas l'expression écriture inclusive parce qu'elle est très polarisante, et parce qu'elle est très mal comprise. J'aime bien dire que le langage inclusif, c'est vraiment le meilleur sujet de conversation à table si on veut créer des tensions, parce que personne ne sait de quoi il s'agit, mais tout le monde a un avis sur la question. Et ça se reflète dans la société, et forcément, ça se reflète aussi dans les entreprises. Donc c'est un sujet que certaines personnes disent niche, moi je préfère dire émergent, parce que je crois beaucoup qu'il va se faire une place dans les enjeux de communication des entreprises, notamment parce que, comme je l'ai dit, c'est un levier gratuit à l'efficacité démontrée. Il n'y en a pas beaucoup en fait des leviers gratuits en fait pour concrètement lutter contre les discriminations. Donc aujourd'hui, le niveau est dans l'ensemble plutôt faible en termes de compréhension du sujet, mais on voit que les choses bougent. Dans les pays anglo-saxons, on parle aussi de langage précis. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus à ce propos-là et nous dire de quoi il s'agit avec des exemples ? Alors en fait, il y a différents arguments qui fonctionnent pour différentes personnes ou services à l'intérieur d'une entreprise. On a souvent ce débat dans les milieux qui travaillent sur la diversité, l'équité et l'inclusion. Est-ce qu'il faut mettre en avant l'argument business ? Est-ce qu'il faut mettre en avant l'argument économique ? Ou au contraire, est-ce que si on fait ça, on dépolitise finalement un sujet qui reste un sujet DEI, donc un sujet politique ? Moi, mon expérience, ce qu'elle démontre, c'est que ça dépend à qui on parle. Typiquement, si on parle au service communication, dans les agences de communication des entreprises, un argument qui me semble être intéressant, c'est celui de l'efficacité et de la créativité. Parce qu'on a démontré que, typiquement en pub, les femmes se sentent plus concernées quand on s'adresse à elles au genre grammatical féminin. Pareil pour les offres d'emploi. Quand on va parler à des gens qui travaillent plutôt sur la partie RH, on va plutôt accentuer la dimension recrutement et donc efficacité dans la mixité du recrutement, mais on va aussi parler culture d'entreprise, alignement entre les valeurs et les pratiques de communication. Quand on va parler à quelqu'un qui est plutôt sur les enjeux RSE, dans ce cas-là, on va peut-être avoir un discours qui est plus celui de la justice sociale, mais aussi celui de l'innovation sociale, parce que ça sera plus aligné avec les objectifs stratégiques de cette personne. Donc, il y a plein d'arguments en fait qu'on peut mobiliser pour convaincre de l'intérêt du langage inclusif. Il faut juste savoir choisir lesquels sont les meilleurs en fonction des objectifs en fait principaux des personnes à qui on s'adresse dans l'organisation. D'après vous, est-ce que le langage inclusif est un langage militant ? Alors, les exemples de langage précis, on peut en donner plusieurs. Par exemple, comment est-ce que tu parles des origines des gens ? Moi, j'ai fait ce travail personnel, en fait, un peu d'introspection. Je me suis rendu compte, comme plein de personnes, et peut-être certaines qui regardent cet entretien, qu'à une époque, j'avais du mal à dire d'une personne qu'elle était noire, par exemple. Et je contournais en disant qu'elle était black, qu'elle était renois, une forme d'euphémisation, comme si j'avais peur, en fait, qu'on me prenne pour une personne raciste.
quand tu écoutes les personnes concernées, en fait, aujourd'hui, et pas que aujourd'hui, depuis plusieurs années, c'est non, en fait, la couleur de ma peau est noire, tu peux dire que je suis noire, c'est pas un problème. Ça, c'est du langage précis, de se dire, non, je vais pas choisir un mot comme black pour ne pas dire la réalité de ce que c'est, par peur, moi, en fait, de passer pour raciste, par exemple. Autre exemple, comment est-ce que tu parles des handicaps ? C'est un cas d'école que je trouve particulièrement intéressant parce que j'en parle souvent justement dans les organisations. Il y a plusieurs manières de parler des handicaps et notamment des personnes handicapées ou en situation de handicap. Certaines personnes parlent des handis d'ailleurs, les personnes concernées elles-mêmes utilisent de plus en plus le mot handi. Et ce que je trouve intéressant dans cet exemple-là, c'est qu'il n'y a pas une bonne et une mauvaise réponse, en fait. Il n'y a pas « il faut dire les personnes en situation de handicap » ou « il faut ne pas dire les personnes handicapées ». En fait, il y a différentes conceptions en fonction de la manière dont chaque personne vit son handicap. Pour certaines personnes, ça fait partie intégrante de leur identité, donc elles se disent personnes handicapées et ça ne pose aucun problème. Pour d'autres, c'est une chose qui s'ajoute en fait à leur identité et donc ce sont des personnes qui vont dire je vis avec l'épilepsie plutôt que je suis épileptique. Et encore une fois, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de dire. En revanche, il y a une posture qui consiste à être curieuse déjà de ce que les personnes concernées et les groupes minorisés, en l'occurrence, utilisent comme vocabulaire. Accepter, en fait, de parfois utiliser d'autres mots que ceux qui nous viennent naturellement parce que ce sont ceux que les personnes concernées préfèrent. Puis accepter de parfois se tromper, en fait. Et c'est ça que je trouve intellectuellement intéressant dans la démarche du langage inclusif, c'est que ça nous pousse, en fait, à cultiver notre esprit critique sur les mots, en fait, qu'on emploie parfois au quotidien sans réaliser qu'ils peuvent être porteurs de stéréotypes ou continuer à perpétuer des stéréotypes. Donc des exemples comme ça, il y en a plein. Et pour terminer, peut-être, je pense que c'est aussi intéressant sur la question de langage précis de prendre conscience que le langage, c'est vivant. En fait, le français est une langue vivante. On ne dit pas les mêmes choses aujourd'hui qu'on disait il y a 10 ans ou il y a 15 ans. Quand on parle notamment du champ des identités de genre ou des orientations sexuelles, c'est un champ où le vocabulaire évolue relativement vite. Aujourd'hui, de dire d'une personne qu'elle est transsexuelle, par exemple, c'est plus du tout un terme qui est accepté, notamment par la communauté concernée elle-même. On préfère parler de personnes trans ou transgenres. Dans les années 70, on disait transsexuel, aujourd'hui on le dit plus. Donc c'est pas forcément de dire que les personnes qui le disaient dans les années 70 étaient malveillantes ou méchantes, c'était leur contexte. Le contexte évolue, et ce qu'on pensait être un mot ok à un certain moment, ne peut ne plus l'être à un autre moment. C'est pour ça que je reviens toujours à cette idée de la posture de curiosité et d'écoute en fait des personnes concernées. Voyez-vous des raisons qui expliqueraient la cristallisation des débats autour du langage inclusif, et particulièrement en France ? C'est toujours intéressant cette question de qu'est-ce qu'on entend par militant ou pas militant. Si par militant, on entend mener des actions concrètes qui visent à changer une situation vers une forme de progrès social, dans ce cas-là, le langage inclusif est militant. J'ai conscience que dans le monde de l'entreprise, c'est pas un mot qui est toujours très accepté. Alors peut-être un peu moins ou plutôt plus accepté par les personnes qui sont adhérentes de la FMD, mais de manière générale, les entreprises, à quelques exceptions près, vont plutôt s'éloigner en fait du mot militant et préférer des termes comme engagé par exemple. Moi, être engagé sans agir, je sais pas à quoi ça sert pour être honnête. Donc si en ce sens, encore une fois, c'est militant, pourquoi pas ? Il y a certaines personnes qui disent le langage inclusif c'est militant, notamment parce que c'est des personnes qui pensent beaucoup aux formes les plus remarquables, les plus visibles du langage inclusif, notamment ce dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire la ponctuation inclusive ou les néologismes. Par exemple, quand on dit chercheuse, auditeuriste, quand on emploie un néologisme comme tous, ça va être perçu comme le versant le plus militant du langage inclusif parce que c'est les formes les plus remarquables, les plus provocantes et elles sont aussi pensées comme ça, d'une certaine manière. Mais il y a plein d'autres manières de le faire qui sont beaucoup moins visibles et remarquables tout en étant aussi efficaces. Donc on peut aussi choisir, comme je disais tout à l'heure, avec cette histoire d'impact et de résistance ou d'adhésion, on peut aussi choisir où on met le curseur en fonction de son ADN d'entreprise ou sa culture d'entreprise. C'est sûr qu'une banque qui a, et c'est pas le cas de toutes les banques, mais disons que les banques traditionnelles qui ont une communication plus institutionnelle, elles vont très peu ou rarement aller vers je vais mettre des points médians partout et je vais dire bonjour à tous dans les courriers que j'envoie à ma clientèle. Elle va pas faire ça, c'est normal. Par contre, une entreprise, par exemple, prenons le cas de Passage du Désir, c'est une entreprise qui vend des sextoys pour qui, forcément, la question du genre et des identités de genre est importante.
on va utiliser du point médian en fait, parce que ça a du sens par rapport aux valeurs de l'entreprise qu'elle façade dans sa communication. Donc c'est pour ça que c'est un langage militant. Oui, non, en fait, ça dépend de comment tu choisis de le manipuler, de le mobiliser, et qu'est-ce que tu entends par militant. Mais alors finalement, comment adresser ce sujet de manière efficace avec les organisations? Quels seraient les arguments, par exemple, utiles? Quand j'ai commencé en fait à faire de la formation, je me suis d'abord entraînée, si on veut, sur mes collègues à l'époque où je travaillais chez Google, et j'ai formé 300 personnes assez rapidement sur une période d'1 an. Et quand je les ai eu formées, je leur ai envoyé un questionnaire pour savoir du coup qu'est-ce que vous en avez gardé de cette formation? Vous pratiquez pas, et surtout si vous pratiquez pas, pourquoi? Et en fait ça m'a permis d'analyser concrètement les réponses et de réaliser une chose qui aujourd'hui me paraît évidente, c'est que le principal frein à la pratique d'un langage inclusif, c'est la peur. C'est pas tellement la compétence ou la systématisation, parce qu'on les connaît, les outils. Ce qui est compliqué, c'est de changer ces automatismes. Mais les compétences, elles s'acquièrent très vite en réalité. C'est la peur. C'est la peur de mal faire. C'est la peur de passer pour la personne trop politisée dans l'organisation. C'est la peur de passer pour la féministe de service. C'est la peur de mal choisir aussi ses mots. Une personne, un homme m'avait dit « Non mais en fait, moi je suis un homme, si je commence à utiliser du langage inclusif, je vais passer pour un hypocrite. » Je dis pas que c'est vrai, c'est ce qu'il se disait lui dans sa tête. Donc franchement, la peur, c'est un frein extrêmement puissant pour nous empêcher de faire des choses. Et dans le débat actuel sur le sujet du langage inclusif, ou en l'occurrence de l'écriture inclusive, cette peur, en fait, on la voit aussi à travers, c'est la peur d'abîmer la langue française. On vit dans ce que la linguiste Julie Neveu appelle une mythologie esthétisante du français. C'est-à-dire cette idée que le français serait parfait, serait là sur un piédestal, que ce serait la langue de Molière, et que donc on ne pourrait plus y toucher, parce que si on y touche, quelque chose de notre nation va commencer en fait à s'effriter. C'est une vision qui est pas du tout la vision des linguistes, par ailleurs, qui sont les scientifiques de la langue, qui démontrent par A plus B que la langue c'est vivant, la langue française est très vivante, elle n'est pas en danger, elle va très bien merci, comme le disent les linguistes atterrés, que par ailleurs Molière il parlait un français que personne aujourd'hui ne serait capable de comprendre, que son orthographe n'était même pas normalisée. Donc ça c'est documenté, mais c'est très peu connu en fait, c'est très peu su. On n'apprend pas à l'école l'histoire de la langue, on n'apprend pas en fait à faire preuve, encore une fois, d'esprit critique sur la langue. En revanche, ce qu'on apprend, c'est à passer des heures et des heures et des heures et des heures à apprendre des listes de vocabulaire, à faire des dictées, à apprendre que amour, c'est un amour au singulier, mais ça devient des amours féminines au pluriel, alors que ça n'a aucun sens. Donc, c'est ce rapport qu'on a très fort, en fait, à notre langue, et qu'on a tout à fait le droit d'aimer, c'est pas ça le sujet, il explique aussi en partie qu'on a du mal à proposer en fait des alternatives qui visent à la faire évoluer en fait tout simplement. Sauf qu'en réalité la langue elle évolue déjà en fait. On peut pas choisir, on peut pas légiférer sur la manière dont la langue évolue. On arrive déjà à la fin de cet entretien. Est-ce que vous auriez des ressources et des conseils pour commencer à creuser le sujet au sein des organisations pour écrire et parler en inclusif ? Oui, écrire et parler en langage inclusif, comme tu dis, parce que le langage inclusif, c'est une pratique de l'oral et de l'écrit. C'est pas juste dans les emails, c'est aussi dans les discours et dans la manière dont on parle avec les gens. Alors, je pense qu'une super ressource pour commencer, c'est un petit livre d'Eliane Viennot qui s'appelle « Le langage inclusif, pourquoi, comment ». C'est moins de 150 pages, ça coûte 12 €, édition X. La première partie de l'ouvrage, c'est sur l'histoire de la langue, en fait, déjà pour comprendre un peu ce qui s'est passé dans l'histoire de la langue française pour qu'on en arrive aussi à une langue qui soit aussi genrée qu'elle l'est aujourd'hui. Et la deuxième partie, c'est plutôt sur le langage inclusif, ses conventions, etc. Eliane Viennot est une super ressource de manière générale. On peut en trouver des interviews en podcast à foison sur Internet. Quant à la question de savoir quels sont les tips en fait pour les entreprises, en fait moi ce que j'observe c'est que souvent tout part de la volonté d'un individu à l'intérieur d'une entreprise. Il y a une personne qui va être particulièrement intéressée sur le sujet, qui va être curieuse, qui a envie d'embarquer en fait toute son organisation sur le sujet du langage inclusif et c'est pas facile. Déjà en fait il faut mettre tout le monde d'accord sur de quoi on parle. Donc avant même, en fait, je pense, de se lancer sur donner des conseils pour tu peux faire comme ci, tu peux écrire comme ça, c'est déjà de quoi on parle pour se rassurer. Parce que comme la peur est le principal levier,
ou le principal frein qui empêche la pratique, pour lever cette peur, il faut rassurer. Et pour rassurer, il faut simplement expliquer de manière très factuelle et apporter des arguments linguistiques, historiques, scientifiques qui montrent que tout va bien se passer. On peut parler et écrire en inclusif sans perdre son audience, sans rendre son contenu inaccessible, sans perdre en efficacité, sans perdre en créativité, bien au contraire. Donc c'est ça pour moi en fait le premier tips, c'est ne pas négliger la phase de sensibilisation et d'explication avant en fait d'essayer d'embarquer toute son organisation dans le passage à la pratique, parce que sinon en fait on se coupe l'herbe sous le pied et on risque de tenter de forcer quelque chose qui viendra jamais naturellement si on n'explique déjà pas mais pourquoi en fait, pourquoi est-ce qu'on s'embête à faire ça. Merci Alicia pour ce partage d'expertise. C'était un plaisir de vous avoir avec nous. Et vous qui nous écoutez, si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater le prochain. À bientôt!